So I would like to call Mr. Daniel to start your presentation, please. Thank you. Je vais parler en français. Pour vous présenter donc effectivement une expérimentation en cours sur l'emploi pour le chômage de longue durée, intitulée donc du droit individuel au bien commun du territoire. Donc l'emploi, c'est d'abord effectivement un droit dans le préambule de la Constitution française et dans la Déclaration universelle des Nations Unies. Je vais aller assez vite sur les premiers transparents parce qu'ils ne sont pas vraiment novateurs. Pour vous présenter quand même quelques éléments de contexte et pour ensuite vous présenter ce projet, Territoire zéro chômeur, au cœur duquel il y a effectivement l'humain, et ensuite vous parler quelques mots de l'expérimentation en cours depuis 2017. Alors, quelques éléments de contexte, parce qu'effectivement, si on n'est pas d'accord sur le diagnostic de la situation française, mais on pourrait l'élargir à d'autres pays de l'OCDE si on avait le temps, eh bien, effectivement, on a du mal à comprendre comment est né ce projet, cette expérimentation. Là, vous avez le taux de croissance depuis 1950, vous voyez par palier, il y a 5 paliers en fait. On passe de 5% pendant les 30 glorieuses à aujourd'hui aux alentours d'1% en moyenne sur la période récente. Cette croissance, elle diminue, mais en plus, elle n'est pas soutenable. On est dans une croissance, on l'a dit, on l'a répété encore ce matin, on est dans une croissance, semble-t-il, infinie, dans un monde fini. Là, vous avez, en fin de compte, un graphique qui est emprunté à Jean-Marc Jancovici et qui a été repris par le blog de Jean Gadret, où on voit que le coup qu'on a joué dans les 30 glorieuses n'est pas rejouable, à la fois en termes de consommation d'énergie et à la fois en termes d'implication sur le climat. Donc cette croissance ne peut pas être infinie dans un monde fini. De surcroît, elle est faible en emploi, puisque vous voyez que depuis 96, pour prendre cette séquence-là, il y a eu une forte montée dans la fin des années 2000, la fin des années 90, pardon, en France. Alors le débat avec le lien avec les 35 heures, on ne va pas l'aborder ici, mais enfin il y a quand même l'INSEE à un moment donné a sifflé la fin de la récréation en disant que les 35 heures avaient créé 350 000 emplois. Bon, le débat n'est plus là de toute façon aujourd'hui. On voit le plateau qui s'est dessiné tout en haut depuis la crise de 2007. Ça s'est un peu amélioré l'année dernière, en 2017 et en début de ce trimestre, mais finalement la croissance est faible et elle n'est plus fortement créatrice d'emplois. Et pour en venir au cœur du sujet, elle est surtout créatrice de précarité comme nouvelle norme. 85% des embauches, vous le savez, en France sont CDD, de plus en plus courts, et revolving de surcroît, puisque vous savez, 70% des CDD sont des CDD chez le même employeur, en respectant le délai de carence nécessaire. C'est également le cas du temps partiel qui représente près de 20%, et là pour le coup on n'est pas spécifique, les Allemands et les Anglais sont au même tarif. Et de surcroît, le développement des micro-entreprises, des micro-entrepreneurs et des plateformes, alors les plateformes numériques, c'est très peu de salariés aujourd'hui, c'est 2500 salariés, mais c'est 200 000 personnes qui gravitent financés ou pas financés ou bénévoles autour de ces plateformes. Donc évidemment tout ce monde de précarité montre d'une part que on va vers la précarité, on est déjà dedans et elle se développe contrairement à ce qu'on peut entendre, et surtout que contrairement aussi à ce qu'on peut entendre, le marché de l'emploi en France, il est déjà très flexible. Il est très flexible. D'ailleurs, l'indicateur de l'OCDE pour les emplois, pour les CDI, montre que la France est en tout cas derrière l'Allemagne en termes de protection de l'emploi. En termes de CDD, c'est le contraire, mais en termes de CDI, la France est moins protectrice de l'emploi que l'Allemagne, selon le CDE. De surcroît, le monde de l'emploi aujourd'hui, le marché de l'emploi aujourd'hui, il se caractérise par une polarisation. Vous voyez tout en haut, bon, c'est peu lisible, enfin, ceux qui ont de bons yeux vont s'en apercevoir. En haut, on a des emplois qui se développent très fortement depuis 82 jusqu'à 2014. Ce sont les services informatiques, ce sont les services bancaires et ce sont les aides à domicile. Donc voilà, deux emplois, les uns bien payés en haut de la pyramide des salaires, les autres mal payés. Mais voilà, ce sont les types d'emplois qui se développent dans les services, bien payés ou mal payés. Et puis, à contrario, en bas du graphique, vous avez des emplois qui sont en rétraction, et ce sont ceux qui sont, Pierre-Michel Minguer les a évoqués ce matin, soit des tâches routinières cognitives, soit manuelles, mais les
deux sont concernés, et aussi bien les comptables que les ouvriers spécialisés sont concernés, ou les juristes eux-mêmes sont concernés, ou la médecine, on l'a évoqué ce matin, sont concernés par l'automatisation. Le dernier rapport de l'OCDE montre, après tout un tas de catastrophisme sur le sujet, montre que, en France en tout cas, 16% des emplois vont être impactés très significativement, on ne dit pas détruits, mais grosso modo c'est un peu ça, et puis 37% ou 33% vont connaître des évolutions importantes dans les tâches. Et dernier graphique, pour pas vous assommer avec un panorama un peu destructeur de l'emploi en France, il y a ce graphique qui est important aussi, c'est France Stratégie qui l'a publié il y a 2 ans, il y a 3 ans, et qui montre qu'au-delà des 12 métropoles régionales qui sont en vert, il n'y a plus de croissance globale en solde de l'emploi. Plus précisément, il y a une étude encore postérieure qui montre qu'au-delà de 60 km des 12 métropoles, il ne se crée plus d'emplois en solde. Bien sûr, ils sont créés, mais en solde, ils ne s'en créent plus. Et ça, c'est vraiment le sujet de territoire zéro chômeur. Parce que le chômage, on va y venir juste après, c'est pas une notion macroéconomique. C'est pas qu'une notion macroéconomique. C'est aussi une notion territoriale. Et bon, la crise des Gilets jaunes l'a montré également récemment qu'il y a des banlieues, il y a des territoires qui sont enclavés. Et bon, moi, comme on vous l'a dit, je suis vice-président d'une entreprise de territoire zéro chômeur à Thiers. Et quand je parle de Thiers, maintenant, il y a peu de gens qui connaissent Thiers finalement. On ne sait pas où c'est. Où est Thiers? Thiers, c'est dans le Puy-de-Dôme, c'est au centre de la France, ça fait 10 000 habitants. C'est une ville qui était mondialement connue pour la coutellerie, qui maintenant est de moins en moins connue. Pourtant, ça a été, il y a quelques années, il y a quelques décennies, une ville très importante. Dernier graphique, c'est sur le chômage, précisément. Voilà, le chômage de longue durée, donc par convention, le chômage de longue durée, c'est supérieur à 1 an. Et vous voyez donc c'est la courbe verte, la courbe rouge pardon. La courbe verte c'est l'ancienneté. Donc la courbe rouge c'est l'échelle de gauche, mais on la voit pas. C'est en millions de chômeurs. On est aujourd'hui à 2 600 000 chômeurs de longue durée selon les statistiques du ministère du Travail, de Pôle Emploi. Et l'échelle de droite, donc la courbe verte, c'est la durée moyenne d'ancienneté au chômage. Et là on est passé de 200 jours, de 400 jours pardon, à 600 jours, à plus de 600 jours aujourd'hui. Quelques chiffres quand même sur le sujet, parce que on verra que les chiffres ne disent pas grand-chose, mais enfin ils nous disent quand même. Le chômage des catégories A, B et C de Pôle Emploi donc a augmenté 80% depuis la crise. Vraiment la crise de 2008, c'est le marqueur récent dans le domaine de l'emploi, notamment, pas seulement. Ce qui fait qu'aujourd'hui il y a 5 600 000 chômeurs au total en France. Dans ces catégories A, B, C. A, c'est ceux qui ne travaillent pas. B, c'est ceux qui travaillent moins de 78 heures. Et C, ce sont qui travaillent plus de 78 heures et qui ne sont pas à temps complet. Et l'explosion aujourd'hui, elle vient précisément de cette catégorie C. Et c'est là où se situe la précarité. Les gens qui sont inscrits à Pôle emploi, qui ont 2-3 CDD de 10 heures chacun, qui font 30 heures par semaine, qui sont pratiquement au plein emploi, mais qui sont en situation de précarité énorme. Et qui sont pour nous des chômeurs, voire des chômeurs de longue durée. Et cette catégorie C, elle a augmenté de 130% depuis la crise de 2008. Ils sont aujourd'hui 1 400 000 personnes concernées par cette catégorie. Le chômage de longue durée lui-même, donc supérieur à 1 an, a augmenté de 167%, 60%. Et les chômeurs de longue durée qui ont plus de 50 ans, encore une petite catégorie qui est bien particulière, ça fait 300%, 1 million de personnes. Une sous-catégorie là-dedans sur les travailleurs handicapés, ça fait 500 000 personnes. Vous voyez, quand on a fait ce panorama de fracture territoriale, de chômage de longue durée de supérieur à 50 ans, de travailleurs handicapés, on a effectivement une vision un peu moins macroscopique et macroéconomique du chômage, et on voit qu'il ne faut pas se contenter des chiffres globaux qui sont nécessaires. Donc au-delà des indicateurs, en fait, il y a un chômage d'exclusion. Et c'est en ça que les recettes, même les recettes néoclassiques, elles n'ont pas réussi, bien évidemment, vous le savez, et y compris celles qui sont essayées aujourd'hui, mais même les recettes keynésiennes, c'est-à-dire impulser la demande initiale, c'est nécessaire. Même la réduction de temps de travail, qui est d'une certaine manière aussi du keynésianisme, ça ne suffit plus pour attaquer précisément le chômage dans les situations les plus enclavées ou dans les situations les plus en difficulté pour les gens qui ont une faible formation initiale. Donc, c'est donc l'exclusion sociale, et c'est aussi des morts prématurées, comme on l'a dit ce matin. Menton, qui est un prof de l'INSERM, a évalué à 15 000 décès prématurés les coûts du chômage en France. Donc le chômage, c'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi des chiffres. Alors par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a fait en France depuis 30 ans? Eh bien, on a fait le graphique qui va arriver.
On a fait des politiques de l'emploi qui coûtaient aux alentours de 60 milliards en 2000 et qui aujourd'hui sont à 130 milliards. Donc la colonne rouge, ce sont les allocations chômage. Donc il est normal que celle-là, enfin il est normal, elle augmente d'une certaine manière, pas en parallèle du chômage de longue durée, vous le voyez. Hein. Le chômage de longue durée, c'est la courbe, la sinusoïde qui évolue. Donc on voit que les allocations chômage ne suivent pas la courbe du chômage de longue durée, pour la bonne raison que les gens qui sont au chômage de longue durée le sont en moyenne depuis 4 ans, donc ils sont en dehors des radars de l'allocation chômage. Ça, c'est la première chose. Mais ce qui est plus intéressant à voir, c'est la courbe bleue, enfin les graphiques bleus, la partie bleue, et ça, c'est les politiques ciblées emploi. Et on n'est plus dans le curatif, on est théoriquement dans le préventif. C'est notamment l'exonération de cotisation, qui est vraiment une variante française, une politique française depuis 1993, et qui montre qu'elle ne rime à rien. Elle ne permet pas d'avancer dans la solution du chômage, et notamment du chômage de longue durée. Et pourtant, aujourd'hui, c'est 40 milliards d'euros, dont 20 milliards de CICE d'ailleurs. Et il y a plusieurs études récemment, y compris d'économistes orthodoxes, Cahuc notamment, qui a sorti une étude récemment pour critiquer ces exonérations de cotisation, dans la mesure où elles ne sont pas ciblées, elles sont générales. Donc vous voyez aujourd'hui que les politiques qui s'attaquent au chômage, et en particulier au chômage de longue durée, doivent être ciblées sur des populations, sur des territoires. Voilà, donc le projet de territoire, j'y viens, projet de territoire zéro chômeur de longue durée. Fondamentalement, par rapport au constat que je viens de vous présenter très rapidement, c'est un projet qui est adapté aux besoins du territoire en termes d'emploi et en termes d'activité. Et c'est là où on reboucle avec la transition écologique. Même si au départ, il n'a pas été conçu dans la transition écologique, puisqu'il a été conçu dans les années 95, et donc à l'époque, on n'en parlait pas encore, en tout cas pas complètement. De surcroît, et ça c'est important, c'est un projet pour et avec les personnes privées durablement d'emploi. On dit personnes privées durablement d'emploi pour éviter chômeurs. Il n'y a qu'en France, en Allemagne et en Angleterre, dans un pays anglo-saxon, ils ont un terme qui est privé d'emploi. En France, on dit chômeur. Donc nous, on rétablit aussi la sémantique en la matière pour parler de personnes privées durablement d'emploi. Et là, ce projet, il est question de le faire avec ces personnes et pas uniquement pour ces personnes. Et vous verrez que toute la construction de la méthode du projet part de ces personnes. On commence avec elles et on ira jusqu'à les embaucher. Alors ce projet de territoire, le prochain transparent, voilà, c'est un travail digne comme facteur de réinclusion sociale. Donc c'est un contrat à durée indéterminée, à temps choisi. La plupart prennent un temps plein, mais il est possible de prendre un temps choisi, payé, rémunéré au minimum au SMIC, et c'est un emploi formation. C'est-à-dire qu'on peut rebondir sur le problème des compétences, la remarque de Pierre-Michel Minguer, la principale inégalité dans le travail, effectivement, je ne sais pas si c'est la principale, lui l'a dit comme ça, mais en tout cas, une des principales inégalités dans le travail, c'est la formation, la capacité à accéder à la formation dans le travail. Et nous, contrairement à tout ce qui se passe par ailleurs, on ne dit pas « formez-vous ». Vous avez peut-être vu le film En guerre de Stéphane Brisé, où Vincent Lindon va faire un stage de grutier. Il n'y a naturellement pas d'emploi de grutier autour de lui, donc il a beau faire un stage de grutier. Nous, on ne dit pas aller faire un stage de grutier, on dit on vous embauche et après vous ferez éventuellement un stage de grutier, si ça vous intéresse, et s'il y a des emplois de grutier autour de vous. Donc ça, c'est un point important de renverser aussi le processus de formation comme un a posteriori et pas un a priori. Le point le plus important, c'est le deuxième point, l'embauche sans sélection sur la base du volontariat. C'est là où on renverse complètement l'employabilité. On ne demande pas à la personne de prouver qu'elle est employable, on demande à la société, avec un petit S et un grand S, à l'entreprise et à la société, de prouver qu'elle est capable d'employer cette personne-là, ces personnes-là. L'objectif d'exhaustivité sur un territoire, c'est-à-dire qu'on s'adresse à tous les volontaires d'un territoire. Et le projet l'expérimentation n'aura réussi que si on est capable de proposer, dans un délai raisonnable, un contrat en CDI, comme j'ai évoqué, à tous les candidats du territoire. La volonté, la mobilisation d'un territoire, ça aussi, c'est plutôt que la mise en œuvre d'un dispositif national. C'est un projet qui émerge du territoire. On a l'occasion d'en reparler. Il y a dans la salle des porteurs de projets locaux qui pourront vous en parler beaucoup mieux que moi. Ce sont les emplois supplémentaires créés dans des activités non concurrentielles. C'est-à-dire que contrairement à d'autres politiques de l'emploi, par exemple quand on fait des exonérations de cotisations, comme le CICE, eh bien on augmente la TVA pour financer le CICE. En augmentant la TVA, on fait un choix fiscal. Et donc on pondère négativement le pouvoir d'achat des gens. Donc ça veut dire que les gens ne vont pas acheter autre chose. Nous, on se refinance à travers les allocations, les prestations sociales. Donc c'est pas une politique, c'est une politique qui doit être neutre pour les finances publiques, contrairement aux autres. Et puis, donc c'est le dernier point, emploi financé par allocation des prestations liées au chômage. C'est d'environ 43 milliards d'euros par an pour le chômage de longue durée en France, pour les 2 700 000 personnes. Mais en occasion, et alors, pourquoi on va du droit
individuel à l'emploi comme bien commun du territoire. Précisément parce que, sans forcer le trait, les communs, c'est vraiment une théorie qui expose depuis quelques années, et à juste titre, parce que nous, on s'adresse à une ressource partagée, même si elle n'est pas naturelle, mais tous les communs ne font pas référence à des ressources naturelles. Il y a des droits d'accès, comme dans les communs. Il faut avoir un an de chômage de longue durée, il faut avoir 6 mois de résidence sur le territoire, et surtout, il y a des règles de gouvernance qui émergent du territoire, qui ne sont pas décrétées par Paris ou par l'État central. C'est le territoire qui construit ces règles de gouvernance de cet emploi pour les chômeurs de longue durée. Et de surcroît, on ne voit pas bien, mais c'est déterminant, et je ne l'ai pas dit, mais c'est un projet qui a été conduit par ATD Quart Monde. Il est rejoint maintenant par le Secours catholique, par Emmaüs, par le pacte civique et la fédération des acteurs de la solidarité. Mais dans la génétique, notamment d'ATD Quart Monde, il faut que ce projet garantisse la représentation des personnes les plus fragiles. Ouais. On pense que si on s'adresse aux personnes les plus fragiles et que si on réussit à les intégrer dans notre projet, eh bien on devrait gagner pour tout le monde. Ce projet, il est assis sur 2 institutions. On m'a parlé fortement d'institutions tout à l'heure, et vous verrez qu'on n'est pas dans le pouvoir dictatorial pour le coup. On est dans l'institution démocratique émergente du territoire, le comité local. Il y a l'entreprise, dont je parlerai tout après, mais il y a surtout le comité local. Et le comité local, il doit représenter tous les acteurs du territoire, tous les acteurs économiques du territoire, socio-économiques du territoire. Il a 3 missions: la fabrique et le maintien du consensus autour du projet, la réalisation de l'exhaustivité, c'est-à-dire vérifier qu'on s'adresse à tous les volontaires et qu'on a permis à tous les volontaires d'avoir accès au projet. C'est fameux, c'est vraiment faire droit au non-recours. Vous savez que le RSA, il y a 30% de non-recours pour des raisons diverses et variées. Nous, on veut lutter contre ce non-recours et pas simplement en se disant on va leur donner la possibilité. Il faut aller les chercher pour leur montrer que ce projet les concerne. Et puis, garant de la non-concurrence également. Deuxième institution. Donc moi je suis donc vice-président d'une des entreprises à but d'emploi qui sont liées à l'ESS, parce que je ne l'ai pas signalé, mais notre projet s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire de la loi de 2014 notamment. On n'invente pas grand-chose, simplement on le met en forme différemment. L'ESS, elle a 25 ans derrière elle, elle a inventé beaucoup de choses. Donc ce sont les activités co-construites avec les futurs salariés, les chômeurs de longue durée, les privés d'emploi, autour de l'économie solidaire et de la lutte contre l'exclusion. Ça, vous voyez donc des politiques publiques, l'économie circulaire naturellement, l'environnement et la transition énergétique. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre sujet aujourd'hui. Quand on regarde ce qui se passe dans les 10 territoires, dans les 12 entreprises à but d'emploi qui fonctionnent déjà, toutes les activités tournent autour de ça, et notamment l'économie circulaire et solidaire. C'est une organisation qui favorise l'initiative. Il y a beaucoup d'auto-organisation dans ces entreprises. On teste des méthodes de management différentes, avec plus ou moins de succès. Ça fait 2 ans, donc il y a des choses qu'on a déjà abandonnées, puis il y a des choses qu'on développe. Des compétences à développer, j'en ai parlé. On offre la possibilité d'évoluer dans l'emploi et éventuellement de sortir de ces entreprises pour aller sur le marché classique. Et surtout, de nouveaux critères de gestion à inventer. Ça aussi, on a fait évoluer on a renversé beaucoup de tables, comme je vous l'ai montré, une employabilité, un certain nombre de choses. Maintenant, il faut qu'on arrive à prouver qu'on a de nouveaux critères pour évaluer cette expérimentation et ce projet. L'expérimentation, elle a démarré la loi a été votée à l'unanimité des 2 assemblées. C'est une loi qui a été portée par Laurent Grandguillaume, qui était député de la Côte d'Or à l'époque, et donc votée à l'unanimité par les 2 assemblées. Maintenant, Laurent Grandguillaume n'est plus député, mais il est toujours président de l'association Territoire Zéro Chômeur qui porte la 2e loi dont je vous parlerai éventuellement, puisqu'on prévoit une extension. La méthode est en 4 phases. On fabrique le consensus territorial avec les acteurs, et notamment les élus. On identifie les personnes privées durablement d'emploi pour aller à l'exhaustivité. On identifie les travaux utiles, les activités, et on crée l'entreprise à but d'emploi. Donc depuis 2017, démarrage de l'expérimentation, qui va jusqu'en 2021, 5 ans, c'est la loi française de 2003 qui prévoit 5 ans, eh bien 12 entreprises ont été créées et 800 personnes ont été embauchées. Il en reste 700, ça veut dire qu'une centaine de personnes sont déjà sorties des entreprises, soit pour partir en retraite, soit pour aller dans le secteur classique. Et nous préparons aujourd'hui une 2e expérimentation. On travaille concrètement sur une 2e loi, j'espère d'ici la fin de l'année 2019, pour étendre à 50, 30, 50 territoires, dont certains seront représentés dans la salle. D'ailleurs, vous pourrez leur poser des questions si vous le souhaitez.
Donc, deux cartes pour vous montrer un peu la dimension. Voilà les 10 territoires actuels, expérimentaux, qui ont démarré en 2017 et qui vont aller jusqu'en 2021. Et puis 800 embauches. Et donc la dernière carte, voilà. Donc les premiers enseignements sont des personnes privées durablement d'emploi veulent travailler, contrairement à ce qu'on entend. Ces personnes ne sont pas feignantes, elles veulent travailler. Elles retrouvent la dignité, le pouvoir d'agir, la reconnaissance de leur contribution sociale. C'est la fin de certaines privations matérielles et sociales. Ça, c'est ce qu'on constate aujourd'hui avec les 800 personnes dont je vous parlais. Et elles ont un intérêt économique à travailler. Ça aussi, c'est une idée fausse qu'on entend, qu'on répand actuellement en France, que les chômeurs ont plutôt intérêt à rester au chômage qu'à travailler. On démontre concrètement qu'ils ont intérêt économique à travailler. Les activités sont territorialement non concurrentielles, et ça c'est important. Je parlais de règles de gouvernance tout à l'heure. La concurrence ne se gère pas à Bruxelles, ni même à Paris. Elle se gère à Thiers, à Jouques, à Moléon, enfin dans les sites. C'est là le comité local qui dit cette activité est concurrentielle ici. Elle ne l'est pas, peut-être elle est concurrentielle à Thiers, donc on ne la fait pas, mais elle n'est pas concurrentielle à Jouques, donc on la fait. Par exemple, le maraîchage bio, il n'y en a pas à tel endroit, on peut en faire. Il y en a à tel autre endroit, on ne peut pas en faire. Voilà, c'est comme ça que ça se passe et c'est localement que ça se décide. Et ça, c'est très important pour l'émergence de projets citoyens et pour le bien commun dont je parlais tout à l'heure. Elles sont interstitielles, c'est-à-dire qu'elles se nichent dans les interstices du secteur marchand, mais elles sont aussi en appui des politiques publiques. Vous l'avez vu, de politiques publiques existantes. La transition écologique en est meilleure. À Thiers, nous avons formé 2 personnes au diagnostic socio-énergétique. Donc ces 2 personnes vont dans les habitations pour voir un peu comment on peut améliorer la thermie dans ces habitations, mais ce sont aussi des appuis à des politiques émergentes et qui ne sont pas financées. La lutte contre l'exclusion. Aujourd'hui, à Thiers, on a un service mobilité, c'est-à-dire un taxi solidaire, où les courses sont à 1 ou 2 euros pour aller rejoindre le travail à 4 heures du matin, ou pour que les personnes âgées viennent dans un restaurant central. Oui, enfin, on est dans la lutte contre l'exclusion, mais qui n'est pas financée. Donc ce sont ces entreprises qui, en fin de compte, initient cette lutte. Et elles sont relocalisées sur le territoire. Bon, je pense que ça résonne suffisamment pour la plupart d'entre vous si vous êtes aujourd'hui ici. Voilà. Et la soutenabilité économique projet, elle reste à démontrer. On a encore 2 ans pour le faire. C'est-à-dire que les montants, les économies et des gains, quand on embauche quelqu'un, on fait économiser du RSA, de l'ASS, peu d'allocations chômage, et surtout, on fait bénéficier à la société, la sécurité sociale, de 500 € de cotisation sociale chaque mois, en plus. Voilà. Donc, l'évaluation de l'impact territorial, il est en cours, un peu plus qualitatif que l'économique. Et puis, comme le président de la République l'a dit récemment, une expérimentation demande du temps et de la stabilité. Et ça, c'est notre problème aujourd'hui, puisque l'État nous a réduit notre subvention de 5% en 2019, alors qu'on n'avait pas encore, on était à mi-chemin d'expérimentation. La dernière carte, et je m'arrêterai là, ce sont les territoires volontaires. Et à côté de moi, j'ai Henriette qui est candidate sur un territoire volontaire à Agnières-sur-Seine en l'occurrence, et que si vous voulez l'interroger sur le sujet, ça sera tout à fait avec plaisir qu'elle y répondra, j'imagine. Voilà, merci. Thank you very much, Daniel, for your presentation and for the action with regards to employability within the local territory. So, from France, we are going to Mexico. Welcome Father Gabriel Mendoza Zarate. He is a Jesuit. He's a founding member of Serial, a civil association that promotes and defends the rights of workers. He is a research fellow at the Center for Research and Social Action for Peace in Mexico. He published a book named The Factory of Criticism, Outsourced Workers of the Electronic Industry in Mexico in 2017. So, one of the characteristics in the Global South, especially in Mexico, is the presence of many export processing zones, wherein many workers' rights are violated or being denied, and the control of the state is very limited. So especially the issue of subcontracting. So talking about conceptual and structural change, Father will discuss us how could it be possible to achieve, and what is more important, the productivity or versus personal fulfillment of workers, and how to push the states and corporations to commit the existing international labor standards. So you have the floor,
Bonjour. Ya me papié en anglais aussi. Je ne sais pas si pour la traduction. Mais je vais le lire en français, en français que c'est pas très bon, mais je vais essayer. Mon propos est plus général que ce qui vient de raconter Monsieur Daniel. Comme ça? Ça va? D'accord. Donc, ma réponse synthétique serait que pour la question comment mettre l'humain et les biens communs au centre du travail, pour moi c'est mettre davantage l'accent sur les travailleurs que sur le travail. Dépasser la conception du travailleur en tant que force de travail objective et prendre en compte leur subjectivité. Assumer l'intégralité de la personne en tant que sujet, acteur et récréateur de la vie sociale. Cela implique de valoriser le travail non seulement en raison de ses performances productives, mais également en raison de sa contribution au bien-être social. Dans cet exposé, je parlerai d'abord des revendications spécifiques des travailleurs avec lesquels je suis en contact, ensuite sur la nécessité d'élargir la notion de travail pour envisager des autres formes d'activité au-delà du régime d'emploi salarié. Et finalement, je lancerai un appel à assumer notre responsabilité dans la construction d'un monde de travail décent avec justice sociale et environnementale. D'abord, les travailleurs, les demandes des travailleurs. Pour cette réponse, je me situe principalement dans le contexte de deux groupes avec lesquels j'étais en contact pour mon travail de chercheur et de militant en faveur des droits des travailleurs et des indigènes. Ce sont les travailleurs sous-traitants de l'industrie électronique au Mexique et les communautés indigènes de langue celtale à Chiapas qui sont des artisans et des paysans. Selon certains employés de l'industrie électronique, l'entreprise souhaite augmenter la production à tout prix sans se soucier des personnes. Et elle exprime souvent qu'elles sont traitées comme s'il s'agissait de robots et de machines jetables. Elles, cette femme, souffrent également de discrimination et de harcèlement sexuel au travail. Ce qu'elles demandent, c'est d'être traitées comme des êtres humains, comme des personnes. Pour elles, le travail a du sens dans la mesure où il soit un moyen de bien-être personnel, familial et social. Par conséquent, elle exige la reconnaissance et la juste rémunération de leur travail. Pour ces ouvriers, les bas salaires, la surcharge du travail et le manque d'avantages sociaux ne représentent pas seulement une violation de leurs droits de travail, mais un manque de reconnaissance sociale et d'estimation personnelle. Dans l'industrie électronique en particulier, ces femmes revendiquent le droit à la liberté d'association, à des conventions collectives qui garantissent leurs droits individuels et collectifs. Les ouvrières du textile au Mexique sont dans la même situation, dans une situation similaire. Par leur part, les paysans et les communautés autochtones qui résistent dans leur territoire, malgré la marginalisation et la pauvreté, ont été contraints de vendre leurs produits, café, miel, cacao, etc., à un prix bas pour survivre. Par exemple, une carafe de miel de 33 kilos, elle est vendue par des intermédiaires à un tiers de leur coût de production. Cette situation profite aux gros commerçants au détriment de la vie des petits agriculteurs, ce qui affecte leur capacité d'autoconsommation et de sécurité alimentaire. Dans cette situation socio-économique précaire, de nombreuses communautés indigènes et paysannes sont poussées à émigrer de leur territoire vers les grandes villes où elles sont obligées de vivre dans des logements insalubres et de travailler pour des salaires sans qualité.
Cette dépossession forcée de leur environnement rural entraîne la détériorisation des zones naturelles et aggrave la décadence urbaine due à la réinstallation dans des zones urbaines surpeuplées et sous-desservies. Ces environnements naturels abandonnés sont maintenant convoités par les grandes sociétés transnationales pour commercialiser des ressources naturelles communes exploitées dans des cadres de projets extractifs, mines et hydroélectricité et du développement touristique à fort impact. Pour cette raison, les communautés indigènes exigent que leur droit à une vie digne soit respecté, et que leur territoire soit protégé et qu'on leur permet de se développer selon leur propre système normatif et culturel. Pour ces travailleurs urbains et ruraux du secteur manufacturier et de l'agriculture, placer l'humain au centre du travail signifie que l'État et les entreprises doivent se conformer aux déclarations et traités internationaux relatifs aux droits de la personne. Que tous les travailleurs, salariés ou non, soient assurés de bénéficier des conditions économiques, sociales, culturelles et environnementales nécessaires à une vie digne. Au-delà du travail salarié et de l'emploi. Au Mexique et dans la plupart des pays des Amériques latines, 60% des travailleurs ont un emploi informel. De nombreuses activités n'entrent pas dans la catégorie d'emploi car ils ne maintiennent pas strictement une relation de travail. Cependant, tous ces secteurs informels travaillent dans des conditions de plus grande précarité. Nous trouvons ici des travailleurs domestiques, des babysitters, des vendeurs ambulants, des artisans de rue, des artisans des journalières, des jardinières, des gardiens des animaux, des bénévoles de soins, des bénévoles dans des projets sociaux et communautaires, y compris certains militants des mouvements sociaux, entre autres. Mettre l'humain au centre du travail de ces vastes secteurs de travailleurs exige une transformation de notre conception du travail. Considérer le travail non seulement comme un moyen de production, mais comme un moyen d'accomplissement personnel. Cela implique de se focaliser moins sur le travail et davantage sur les travailleurs et sur les conditions favorables à la reproduction du travailleur et à la récréation de la vie sociale. Cela doit prendre la forme de politiques publiques nationales et de traités internationaux qui garantissent en premier lieu la sécurité sociale universelle et le revenu de base universel. Que le gouvernement favorise les entreprises sociales et solidaires, où le centre soit les biens communs et le bien-être de la population. De cette manière, des autres formes de travail non traditionnelles seraient valorisées afin de lutter contre le chômage. Et cette transformation signifierait que le but ultime du travail et de la croissance économique ne soit pas l'accumulation illimitée ou le réinvestissement permanent du capital, mais l'épanouissement personnel, le bien-être social et la durabilité environnementale. En ce sens, le défi serait, d'une part, de séparer le bien-être social de l'emploi et d'autre part, de valoriser le travail pour la protection de l'environnement, la conservation de la culture et du patrimoine et de la convivialité. Dans le monde indigène, conformément à la proposition de la transition écologique, le défi serait promouvoir la production et la consommation de biens locaux et nationaux, la promotion des systèmes de production respectueux des écosystèmes, café, miel, cacao, maïs, promouvoir la chaîne de valeur qui renforce les économies locales afin de réduire les coûts de transport des personnes, des produits et des services, promouvoir de nouvelles formes de travail et d'emploi, par exemple l'entretien du paysage, la restauration des écosystèmes, les services environnementaux et conservation du patrimoine bioculturel, pour le cas du Mexique. Promouvoir les initiatives communautaires pour préserver l'environnement et promouvoir des formes de gestion collective du territoire.
augmenter les investissements et l'emploi dans le renforcement des biens publics, recherche, information, infrastructure, pour améliorer le développement économique local d'un point de vue écologique. L'avenir du travail est un travail de tous. Notre interdépendance humaine a également besoin de notre corresponsabilité face à la crise sociale et environnementale qui traverse l'histoire de notre planète. Par exemple, les pays de premier monde et les grandes entreprises multinationales ont profité de la mondialisation, mais ont laissé leurs conséquences sur les épaules des travailleurs et des pays pauvres. Cette crise socio-environnementale n'est pas une lecture idéologique, c'est un constat de la réalité vécue par notre planète qui s'exprime dans l'extraction et la déforestation des réserves naturelles et dans la pollution des villes et dans l'immigration et la précarisation de la vie de la majorité de la population mondiale. Nous devons tous assumer la responsabilité de cette dette sociale et écologique. Mais comme nous savons que rien ne peut être obtenu avec le pur volontarisme, nous défendons la création d'un tribunal international capable de corriger l'exploitation flagrante des travailleurs, les effets négatifs sur l'environnement et l'échec de responsabilité des États et des entreprises. Enfin, nous avons tous une responsabilité personnelle dans la transformation sociale. Si nous voulons vraiment aborder la question de la justice et de l'environnement dans la transition écologique, cela impliquerait une transformation économique et culturelle. Par exemple, nous devons passer d'une perspective individualiste à une perspective éco-communautaire. Nous devons passer d'une économie extractiviste à une économie qui cherche l'équilibre entre les êtres humains et la nature. Nous devons passer d'une économie régie sur l'accumulation illimitée de capital à une économie sociale et solidaire axée sur le bien-être social et la durabilité de l'environnement. Il s'agit de placer le bien-être collectif et le respect de la mère Terre au centre des préoccupations de l'humanité. Dans l'organisation où je travaille, on essaie de promouvoir toutes ces propositions. Merci beaucoup. Thank you very much, Gabriel, for the presentation. So, if you have questions, so we will take it later. So, now, defending work in the service of human being and the common good is not always an easy task. So there are many challenges arise, but also we have noted many achievements. So I would like to call Bert to discuss what are how the International Trade Union Confederation continue to defend the workers' right, and how about the social protection for all be possible, and how to include those retired people or other sectors on this system. Okay, you have the floor. Thank you very much, Andy. It's a pleasure to be invited. I thank the organizers to think about us, to invite us to participate here. So, I work for the International Trade Union Confederation. That's the network organization worldwide of many trade unions. We represent 340 unions in 160 countries. Altogether, all our members have 207 million members. We are based in Brussels, and I'm responsible for climate change and environment policy and occupational health and safety. This means, for example, that we are a represented organization in the UNFCCC, the United Nations Climate Change Framework Convention, where I am then the focal point for the unions. I found it a very interesting question. How can we place people and the common good at the center of work?
You will notice, and I will say it straight away, we focus very much on the concept of just transition, which is for us a reply to this question. But first I found on Twitter a good suggestion from God on how he would see to answer this question. Please notice that it's an unverified account. But of course, I'm not here to make jokes. Our work is too serious for that. The organizers sent me their manifesto, and they asked me to look in it and see where there are links. And I found this paragraph extremely illustrative of the work that we do with the ITUC. And maybe it's rather small for you, but it's the first paragraph indicates that the free market is not the way to deal with our issues. And second, we need important public institutions to deal with these questions. And of course, there is the responsibility of the social partners, the workers, the employers, and civil society organizations to find a solution. And this reflects very much the discussion we had this morning in the first panel on the role of the state and how we have to deal with that. I will come back to this social dialogue, which is very important to us. Social dialogue is the governments, the employers, the workers, the unions, together at the table. But then I have to insist that all these social benefits that we have today and that we are happy to have, like 5-day work week, 8 days an hour, holidays, these things have never been obtained without struggle. So we need social dialogue, but as workers, we have to make that we are powerful at the table. And that's a fundamental issue of these struggles, that we have to be a relevant voice at the table, and that's why we need to organize ourselves. The next. And of course we have been, and this is the context of this seminar, the 100 years of the ILO, and these are the priorities that are being put forward by the ITUC, by the unions worldwide. Many of these demands are crucial, and we have right from the start the rights for all workers as have been defined in the fundamental rights of the ILO. Fair wages, of course, that's where we are at Unions for, but we have extended our demands to new challenges, decent work, of course, but then also the link with the stress that we have today, flexibilization of our work, and how rules and governments should have an answer to that work-life balance we have to discuss. And an important point, and that's the link with the environment, with the climate policy, and that's what we call just transition. This morning it was mentioned that this ecological dimension is somehow missing in the demands from the ILO centenary, but basically from the workers' movement, we think it's a crucial aspect. It's one of the 4 basic demands that we're asking for the declaration of the ILO for the new social contract. We do make explicitly the link between this environmental protection, climate protection, protecting our climate, and the justice aspects, and it's a fundamental part of our work. The other aspects I have mentioned before in the graph. Just to indicate social protection, why it's important, we see today that 1 out of 3 in the world of the people do not have pension systems. So how can you be active in a decent way in the labor system if you know that you have to work till the end of your life to be able to sustain your life? So for us, these things are very much linked with each other. Social protection, social action is our base for fair solutions for the climate policies. And now I will go more in detail in these climate aspects. Next. 4 years ago we had the Paris Agreement
the Paris Climate Agreement, and all these people, all these basically men there, they were convinced that they have solved the climate problem, and they will protect the world from a heating climate. But we see that in the meantime, and these are the emissions that were verified emissions from the energy sector, for example, that CO2 emissions are still going up. We have not, even 4 years after the Paris Agreement, we have not even started yet with emissions going down. And if we see then what we really need to get to protect our climate, preferably to limit the warming to 1.5 centigrades, then we need major reductions in CO2. I'm afraid that sometimes people get a little bit tired of these kind of graphs, and that's one of the reasons why we have so limited progress. But one thing of these graphs is clear, that is that we need a major transition. What we have been doing till now, we will probably not be able to continue to do it in this way, especially if we talk about how we move ourselves, how we heat ourselves, where we live. Anytime when we use energy, things in 10, 20 years will be profoundly different if we might have one chance at all to save this climate and to avoid the impact who will certainly come on the poorest and the most vulnerable people first. Next. And that's why we think that our concept of just transition is crucial. We think that, in fact, that win-win solutions, protecting the climate is good for your business or good for your wallet and good for the climate, then we can do end-end. These solutions, till today, we don't see that they progress enough. Other issues like technology, we have to depend on more innovation, more technological development. The huge bulk of the solutions that we need to protect the climate exist today, but they are not applied. And that's why we say basically climate change, dealing with climate change is a distribution issue. It's all about who is going to pay the bill of the transition, who is paying the reduction in energy costs that we need, who is paying the investments, and who is making the benefits. If we see, for example, the European Emission Trading Scheme, the system that regulates big companies to reduce emissions, till today, after all, business has profited from the system and emissions have nearly not gone down. So that's why we propose this just transition. Solving the climate, getting to climate ambition, we need trust in the society, trust with the workers, trust with communities to take the very complicated and far-reaching measures we need. And this can only if workers are at the table, if communities are at the table, if they have a voice to say, and if the bills, if the cost of the transition are fairly distributed. Next. In the Paris Agreement, this was already mentioned, the just transition where we asked for, with good jobs for people, decent work, are mentioned there. But yeah, as we were saying, we don't see that there is happening very much. Last year we had the climate conference in Poland, in Katowice. It was the 24th climate conference, and there more than 50 countries specifically committed to just transition measures to be implemented with their climate policies. And this is what we exactly demand as unions. We want climate measures that take into account the impact on workers of climate change and the impact on workers of climate policies. Just transition is maybe sometimes it could be a vague concept, and then I often, if people from business organizations ask me, Bert, can you explain again what just transition means? And then I often ask them, what do you mean? Which of the two words are not clear for you? The transition word or the justice word? That we need the transition is clear, and that we need it in a fair, in a correct, with social justice is the other part of it. But more in concrete, it means that we need social protection for everyone, that we need the guarantees for decent jobs, and
and that we need these policies and trajectories to zero-emission economies and sectors. And the most important way to get this is having social dialogue at all these levels, from the level of the company, the region, the nation, and at the international level. And it is, of course, these policies, and I will illustrate them further on, they are, of course, very different if you compare different countries. Just transition policies in Africa are completely different than just transition policies in my country, in Belgium. Even the policies we need in Germany are different than the neighboring country, Poland, where the conditions are completely different. But the basic thing is, we need to get emissions down. We need workers at the table to decide jointly on what will be the impact on their livelihoods, on their jobs, and how can they continue. The ILO has made very interesting guidelines where they detail in great detail what measures, what steps can be taken. So, in fact, countries, unions, workers have no excuse of starting their work and implementing and demanding these just transition policies. Next. Recently, we had quite a good example of these measures in Spain. Just before the election, the Spanish government did a very good job in the regions in Spain where there is still coal mining and where there is coal-fired energy production. They started with developing a law, a climate law, that focuses on this transition to zero emissions economy. And second, they went to see where are the mines, how many people are living there, where are they living, and how can we involve them, which alternatives can we develop for them in these areas. This is very similar work, and they could learn a lot of lessons from the Zero Chômeur proposals that have been presented before by Danielle. One reassuring aspect of these measures is that the Spanish government that implemented and negotiated these measures and had to go to the elections afterwards, and the government in these mining areas has not been put back. Like the socialist government that proposed these measures has also won the elections in the mining regions. So it's not always that these ecological transition measures are perceived as bad for the people and that people don't like it and that they won't like to continue with mining and with fossil fuel-based sectors. If you have credible and good alternatives, and if you discuss them in a sensible way with the people involved, then you can see that you have the people participating in your projects. Next. Other good example is from Canada, where we have a similar situation, where the Canadian government has set up commissions to discuss with the regions and with the workers involved in coal mining. And especially what's important and what we can learn from Canada is that they also put budgets besides it, because a promise to talk is one thing, but you also need money, you need financial means to implement the plans that are needed. But it's not only in rich, developed countries that we see just transition policies appearing. One of the first countries that had just transition in their climate plans was South Africa, for example. Recently, the Nigerian government asked the unions to come with concrete proposals to introduce labor measures in their climate plans. So this is a conscientization. The governments are more and more getting aware that you need the communities and the people and the worker with you if you want to get to these ambitious climate policies. Also, Indonesia, for example, is a country where we have very good contacts, where the government is speaking with the unions and is developing these processes together. Even countries with a very authoritarian style of governments that are very harsh on unions and on trade union persons, like the Philippines. And you wouldn't think like a good social dialogue in a country like the Philippines, where they're killing
unionists on a regular basis. Even there, on the administrative level, we have contacts where we can, together with the administration, discuss, at least our affiliates can discuss with them on plans to develop, to go to low-carbon sectors. Sometimes it's very concrete, like Duterte wants that all the jeepneys, the taxis in Manila, are transformed into electrical cars. And what does a jeepney owner have to do? He has no money to buy a new jeepney, car. It's very nice for the environment, but he will lose his job. And maybe it's foreign companies that step in and then provide the electric jeepneys, and he will be dependent on these foreign companies for the rest of his life. So these are very concrete proposals of just transition that we are discussing with local governments. Next. And this is my final slide. Not really, but nearly. This year, the next important, on the international level, moment will be the United Nations Climate Summit in September, where Antonio Guterres, the UN Secretary General, is pushing countries to be more ambitious in terms of climate policies. And we want all these measures to take on the impact on workers and to have explicit commitments on how they're going to take care of the social dimension of their measures. And we will have 2 days of global action organized by the unions worldwide, and the first day will be in June, the 26th of June, where we ask our affiliates to ask their members to go to the bosses in their companies and see whether their company, their organization is climate proof. Where I gain my money today, will I be able to gain my bread tomorrow if our government finally puts in place ambitious and effective climate policies? Is my boss ready with these climate policies? What are the weaknesses? What are the strongest aspects of our company or economic activity? How would I have to adapt? Workers have the right to know. They have the right to know how they have to live in a climate-safe environment, and we should pressure the bosses everywhere in the world that they take care of this. Because what we basically want to avoid is that any worker anywhere in the world has to make the choice between his subsistence, like having bread on the table, or protecting the climate. We don't want to accept this choice that is being pushed to us by governments, by some bosses, by some sectors. We are convinced that we have to tackle both issues at the same time with the same strength. And that's why we ask our members to contact their boss, ask how they prepare the climate policies that they are faced with, put it on the website, take a picture, and that's how we bottom up push our unions and our governments to support these more ambitious climate policies. And we hope that this works later in September and in the future climate negotiations to have governments also being more ambitious. Thank you. So thank you very much to our dear speakers, because their many years' work has been presented in 10 or 15 minutes. So I would like to open a few questions first. First round of questions. So yes, ma'am. And the next, and one more. Yes, Mardi, please. Merci beaucoup. Je voudrais reprendre l'expression de Gabriel, travail comme moyen d'accomplissement personnel, pour pouvoir élargir l'expression en fait que voudrait dire, et en même temps poser la question aux orateurs sur ce qu'ils en pensent. Que veut dire l'accomplissement personnel, qui est maintenant quelque chose dont on veut de plus en plus tenir compte, et qu'on soit pas un simple, qu'on ne soit pas justement un travailleur parce qu'il faut qu'on gagne sa vie. Maintenant, il y a une autre notion qui se fait jour, et il me semble que on m'entend bien là, c'est bon. Il me semble que c'est l'exposé de Daniel
qui montre tout le tableau. Je voudrais signaler d'ailleurs, il ne l'a pas dit, qu'il y a eu un documentaire à la télé qui est excellent et que j'ai par chance vu, ce qui me permet d'être bien préparé à comprendre tout le détail de votre. Donc je le recommande à tous. Hein. C'est sur quelle chaîne qu'il est passé déjà? Alors c'est un documentaire qui a été fait par Marie-Monique Morobin, qui est connue pour son travail sur Monsanto par ailleurs, et qui est passé sur la 6, qui est plus disponible, mais qui va sortir au cinéma sous version cinématographique. Voilà. Il y a une première a lieu la semaine prochaine au cinéma de Christine, et qui s'appelle Nouvelle Cordée. Le film s'appelle Nouvelle Cordée. Il va sortir en septembre, je pense, définitivement. Et j'ai oublié de signaler également, mais bon, vraiment, j'ai fait beaucoup d'oubli, qu'il y a un livre qui vient de sortir sur l'expérimentation. Voilà. 0 chômeur, 10 territoires relève le défi. Merci. Très bien. Voilà. Donc, ce qui complète le tableau à mes yeux et qui est, je pense, absolument exemplaire pour une suite qu'on espérerait qui se généralise, c'est le fait que c'est au niveau du territoire que l'on juge comment établir, comment réaliser de vrais postes de travail qui bouclent toute la chaîne, c'est-à-dire je suis actuellement sans travail et je cherche à m'investir. C'est existentiel, et en fait ce qui est existentiel, c'est que je voudrais trouver ma place dans la société. Et n'y a-t-il pas de meilleur moyen de trouver sa place que d'aller explorer ce qui vit sur le territoire, comme on le voit dans le documentaire, et d'aller voir les lieux divers et variés, vous pourrez peut-être donner des exemples, dans lesquels on pourrait explorer, demander, mais est-ce que vous n'auriez pas besoin de remplir tel service, et moi je pourrais être à disposition, ça pourrait correspondre à ce que je sais faire ou ce que je pourrais apprendre à faire. Donc, il me semble, c'est un thème qu'on entend depuis le début là, on ne l'entend pas. Hein, c'est-à-dire le fait que ce qui, pour donner toute la valeur au travail, eh bien, il faut qu'on se sente investi. Pardon, plus loin, que je me fasse plus loin. Just to move away the microphone. Ah d'accord. Ah oui, voilà, c'est ça. D'accord. C'est de se sentir partie prenante. C'est bon là? De se sentir partie prenante de la vie du territoire, c'est-à-dire de la vie du monde. C'est-à-dire que pour que le travailleur ait pleinement, pour qu'il trouve vraiment son besoin existentiel satisfait, il faut qu'il se sente faire partie de la collectivité. Et pour cela, il faut qu'il sente chaque moment de son travail que l'objet de son travail est utile. Pas seulement qu'il est bien traité, qu'il n'a pas un chef trop autoritaire, machin, mais qu'il sente que ce qu'il fait remplit un office utile pour la collectivité. Il me semble que on devrait intégrer ce thème plus largement, hein, de manière plus évidente, que le travail corresponde à des besoins réels, pas seulement de la nature, mais des autres humains. Hein, c'est ça, c'est cette notion-là qu'il faudrait rajouter, à mon avis, pour qu'on change vraiment la donne et que on se rende compte que ce qui va pas non plus dans l'économie actuelle, c'est que non seulement elle est menée par la finance, mais elle est menée, en fait, c'est lié au fait qu'elle est menée au besoin de faire toujours plus de profit. C'est qu'on veut fabriquer des besoins. On veut fabriquer des faux besoins. Toujours la voiture avec encore d'autres aménagements, etc. pour donner envie, etc. Mais que en fait ça corresponde pas à une vraie investigation de quelle sorte d'objets, de quelle sorte de services le monde a vraiment besoin pour l'épanouissement de tous et du lien, dans le lien avec le vrai lien avec la nature. Voilà. Donc, qu'en pensez-vous? Maybe can you please introduce your name and from which organization? Pardon? Maybe can you please introduce your name and from which organization? Donc moi je suis dans le théâtre. Hein, je suis Danielle Léon et j'ai créé un théâtre à Paris qui s'appelle l'Atelier du Verbe, et le verbe en tant que moyen de communication par l'art qui permet justement de faire ces échanges qui permettent de se comprendre les uns les autres et d'inventer des choses importantes. Voilà.
Thank you very much. Yes, please, your name and D'accord. organization. Donc Stéphane Niquez, de l'île de la Réunion, et je suis président de l'association réunionnaise d'éducation populaire, également vice-président du Conseil économique, social et environnemental régional de la Réunion. Alors les trois interventions m'ont beaucoup intéressé. Merci aux trois intervenants parce que d'avoir cette vue un petit peu à travers le monde. Je vais quand même revenir à une question très franco-française, mais la France au sens de l'archipel, puisque je suis des DOM. Et ma première question, mais j'ai eu la réponse dans le dernier slide, et les DOM. Et les DOM. Simplement partant de ma propre expérience, je vais essayer d'être assez concis pour arriver à une thématique précise, mais évidemment, cette expérience résonne beaucoup avec la démarche d'éducation populaire, évidemment, puisqu'on part des gens, on part de leur propre mobilisation et dynamisme. En même temps, premier constat, il faut passer par une loi pour tenter cette expérimentation. Je sous-entends immédiatement, quid de l'efficacité de nos politiques publiques de retour à l'emploi, comme on a bien aimé les désigner, beaucoup d'argent investi, des résultats quand même relativement médiocres, et donc on passe par une loi pour une expérimentation. Alors que par ailleurs, il existe un certain nombre de choses. Et ma question va un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire comment pousser à une plus forte synergie des moyens publics mis en œuvre. Je vous donne deux exemples en cela. On a parlé de parcours dans votre présentation et c'est très important. Ce mot-là a été remis à la mode en 2015 à l'occasion du nouveau plan qui sortait à ce moment-là de lutte contre la pauvreté. Je me souviens d'une table ronde avec M. Chérec à La Réunion à laquelle je participais, où on insistait beaucoup là-dessus. Mais nous, association, on disait, mais ça fait des années qu'on parle de parcours. Sauf que la question du parcours, elle implique une temporalité qui n'est pas celle des politiques publiques. Et vous l'avez dit, vous n'êtes même pas à la fin de la première phase d'expérimentation, qu'on commence déjà à vous réduire le budget. Qu'en sera-t-il de la prochaine expérimentation? Et dans l'ordre du retour à l'emploi, je ne sais pas, je vais peut-être parler un peu sigle, mais tant pis. Certains doivent connaître ce qu'a été, puisque c'est quasiment pas terminé, mais presque, le parcours Cléa. Cléa, en deux mots, autrefois on faisait beaucoup de remises à niveau, etc. Avec Cléa, pour la première fois, non seulement on continuait le même travail, si je puis dire, mais pour la première fois, l'État mettait en place un dispositif qui a donné à un certain nombre de personnes une certification interprofessionnelle. Si vous faisiez l'évaluation, puis la formation, dernière évaluation pour valider ce que la formation apportait, vous aviez une certification interprofessionnelle. Très beau système. Sauf que, je parle de mon petit territoire, la région n'a jamais mis en œuvre les formations Cléa, pour ne pas se retrouver avec plusieurs dizaines d'organismes de formation qui lui seraient tombés dessus, parce qu'il n'y avait pas accès. Bon. Ça veut dire qu'on a mobilisé des gens et puis on les a laissés en rade. À La Réunion, ceux qui ont vraiment profité de Cléa, ce sont des salariés. Beaucoup de chômeurs ou de personnes éloignées de l'emploi ont profité de l'évaluation et ça s'est arrêté là pour eux. Aujourd'hui, on est dans le pic, plan d'investissement compétences. Et vous voyez qu'on est sur des cycles, grosso modo, de 5 ans maximum. Je pense qu'on n'est pas dans une temporalité qui respecte le rythme humain et la question qu'on a abordée juste avant, c'est du bien-être, etc. Donc ma question, enfin, je me demande comment nous, différents acteurs de la société civile, ATD en particulier, etc., comment on pourrait alerter davantage les pouvoirs publics sur la continuité des dispositifs mis en œuvre, j'ai envie de dire, pour qu'il y ait presque un critère de temporalité écologique, au sens de l'écologie intégrale, l'homme compris. On ne ramène pas des gens éloignés de l'emploi, comme on dit si bien, on ne les ramène pas en 6 mois à l'emploi, c'est évident. Et il a fallu, d'une certaine manière, puisqu'on est à quelques jours des élections européennes, que l'Europe nous rappelle que pour les publics les plus éloignés de l'emploi, on ne pouvait pas faire ça sur des appels d'offres publics, autrement dit sur un marché concurrentiel. Et on revient depuis 2 ans seulement
un système de convention, nous, avec notre région. Donc voilà, autour de ce thème un peu de l'évaluation, de la mise en synergie des politiques publiques et de leur temporalité. Thank you. My name is Ludovicus Mardiono. I'm coming from Indonesia. I've been working with young people for 24 years. And I found young people say that they have no future. They even don't know the future. And from the presentation that you made, come to my brain and my heart, the worries, full of worries. Unemployment is rising very high, and workers are not protected quite well. Considering 100 years of the ILO, it seems to me the situation is not getting better, and I do believe this is because of the scandal of the political elite and multinational corporation. And this is the big question that we discuss here, how to bring people, how to bring ourselves and common good to the center of work. And the question is, what kind of government and what kind of social and political system do you believe to restore the situation? The second question on social dialogue. In many practices, social dialogue don't bring the issue of the climate change, climate challenges to the table in many countries. And also in many social dialogue, there is no equal power between employer and employees. So what is your suggestion, Bert, to scale up the capacity of the workers in the union, considering many union busting and killing of the union leaders in many countries? Thank you. So I would like to give the floor first to Daniel to react on the reflection given on the table, and then may Gabriel and Bert can respond to the other question. Sur la continuité des politiques publiques, pour le coup, la réponse, vraiment, je ne m'appartient pas. Hein. Comme j'ai essayé de le montrer, effectivement, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'elles sont inefficaces et qu'il y en a certaines qu'il faudrait abandonner, sauf qu'on les a pas abandonnées. Donc, et là, pour le coup, c'est à chacun d'entre nous, ceux qui sont sur le territoire français en tout cas, d'agir pour qu'elles soient abandonnées quand il est prouvé qu'elles sont inefficaces. Moi, ce qui m'interroge plus aujourd'hui, c'est ça répond à votre question aussi, c'est le fait que il y a effectivement il y a plusieurs temporalités dans notre projet. Hein. On a et ça résonne avec ce colloque dans la mesure où effectivement mettre l'humain au cœur du travail et de la société, c'est un objectif ambitieux. Dans le projet, dans l'expérimentation en particulier, on a à résoudre une temporalité un peu plus courte, un peu différente. C'est l'urgence sociale et économique. On s'adresse à des personnes qui ont 500 € en moyenne mensuelle. Donc, je vais pas dire par là qu'il faut abandonner le contenu qualitatif du travail, mais vous voyez bien qu'il y a quand même différentes temporalités et on a quand même une urgence sociale et économique. Et contrairement effectivement à d'autres théories aujourd'hui ou d'autres expérimentations, nous on pense que le travail est un facteur de réinclusion sociale et économique bien évidemment. Ces personnes vont passer de 500 € en moyenne à 1200 €. Donc vous voyez un pouvoir d'achat quand même beaucoup plus important.
Pour autant, j'espère que vous l'avez compris, la qualité du travail est au cœur du projet également, et la participation de ces personnes privées d'emploi est au cœur du projet également. Donc, j'ai pas eu le temps de développer, mais c'est plus développé dans le livre dont je parlais et dans le documentaire en particulier. Ils sont associés dès l'origine du projet. Il y a d'ailleurs dans un des territoires, c'est à Colombey-les-Belles, dans Meurthe-et-Moselle, c'est une association de chômeurs qui s'est créée pour porter le projet. À Bailleul, dans le Nord, c'est également une association de chômeurs. À Bagnères-de-Bigorre, c'est également une association de chômeurs. Vous voyez, ils sont au cœur du projet. Donc on peut penser effectivement que s'ils sont au cœur du projet à l'initiative, et le projet va partir sur de bons rails. Il n'y a rien d'automatique, mais en tout cas, c'est une garantie pour que ça avance correctement. Donc voilà, mais je voulais quand même insister sur le fait qu'on est quand même dans l'urgence sociale et économique et qu'il faut tenir les deux bouts, quoi. À la fois le contenu du travail, la qualité du travail et son intégration dans les besoins du territoire. C'est le territoire aussi qui est en cause, vous l'avez signalé, hein, on l'a dit, hein. C'est au croisement de ce que veulent faire les salariés, enfin les chômeurs, et les besoins du territoire. C'est ce croisement-là qu'il faut trouver. Et une certaine solvabilité économique également. Bon voilà, donc c'est une tâche, c'est un projet très ambitieux. L'expérimentation est très modeste, elle s'adresse aujourd'hui à 2000 personnes, grosso modo, 800 embauchés aujourd'hui, mais 2000 personnes potentiellement, 50 000 habitants sont concernés. Donc l'expérimentation est très modeste, mais quand on regarde le projet, il est très très ambitieux. Et là, on peut, et par rapport à d'autres politiques publiques existantes, effectivement, on peut s'interroger sur la temporalité. Est-ce qu'on nous laisse le temps de développer correctement et d'évaluer correctement toutes les facettes du projet? Parce qu'il n'y a pas que la réduction du chômage de longue durée, il y a beaucoup d'autres choses derrière ça. Sur le travail comme accomplissement personnel, je pense qu'avec les gens avec qui je travaille, ils travaillent dans des conditions très précaires, mais dans l'industrie manufacturière, mais ce sont plutôt des femmes qui ont quitté sa région pour aller à la périphérie de villes pour travailler. Et parce que dans le travail, elles trouvent aussi l'autonomie. Ils trouvent et ils commencent à gérer sa propre vie. Ils sortent d'un contexte plutôt familial, patriarcal, etc. Et dans le travail, elles trouvent des autres rapports au monde, des autres types de relations interpersonnelles. Donc, elle trouve dans ce travail aussi quelque chose de réalisation personnelle. Donc, on ne travaille pas seulement pour les salaires, mais on travaille aussi pour les relations qu'on trouve là. Et il y a des gens aussi qui travaillent, qui ont quitté un travail plus sûr pour un travail par exemple plus créatif comme le théâtre, etc. Non? Donc je pense que le problème, c'est que ces gens qui travaillent dans des autres activités qui ne sont pas, qui n'ont pas une relation d'emploi, se trouvent dans la précarité. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait exiger un revenu universel, une protection sociale universelle. Comme ça, les gens peuvent travailler dans quelque chose qui les réalise. C'est ça. Thank you very much for the interesting questions. All the questions were very interesting. My job as fulfillment of my life. This question goes very much about how the economic model succeeded in making everybody on a personal level responsible whether he is successful or not.
You need a good job, you need to have a car, you need to have a nice apartment or house, and it's your responsibility. You're responsible whether you're successful or not. While I think it's more broader, we are social people, we live in a community, and our happiness and our fulfillment we also get out of the community. And then I think that you might have more answers for us than we have for you as you work in theater, because it's the discours that we need. It's a discours to convince people that the solutions of zero chômeur, of having a job for everybody in your community, is a good solution, and that's leading to good quality of life and to better living in my region. Now politicians say, well, these are communists, or this is going to ruin the state budget, and these are dreamers, and we never get to this. And people don't vote for that. And that's my big frustration. We need support from people, civil society, to scale up these solutions. That is our good. My boss at CSC in Belgium, he said, for the election, we have to avoid that people shoot in their own foot in the ballot box. And that the people that vote for certain parties are voting for parties that definitely go completely in the opposite way of what they need. Typically right-wing populist parties with lesser social protection, more hate in society. But the discours is convincing them to vote for them and not for the alternatives. So we don't have the right language at this moment to convince these people. And then for our friends from Indonesia, who was making a very good remark on that climate change is not often at the table, on the table in social dialogue processes. And that's why I showed a picture of our Congress last year with all these people having these letters. Just transition for climate ambition, of central message. But this message was more for these bosses of the unions than it's for the outside world. These also inside the union movement, we still need to do a lot of work to convince the people of putting climate change as a priority. In fact, we need to convince 95% of the union members to just continue doing what they are doing, organize workers, work for the better situation of the workers everywhere in the world, and take the environmental challenge together with this. And then to be able to do that, yeah, you need to be powerful, and there you need all kinds of strategies. You need to be in the street to protest, you need to be at the table, and you need to be good informed to propose alternatives. Because without alternatives, without a credible view on how you can organize your economy, it will not be possible. Thank you. Thank you very much. So we still have 15 minutes because based on the program, we finish at 12:45. So I open again for 3 more people, but only 1 minute, please. Yes, we have one. Who wants more? 2 and 1 last. From my back? No? Okay, from my back. Okay, please. 1 minute. Oui, bonjour. Karine Barbier, chercheure au CNRS sur le changement climatique. J'ai une question pour Bert De Wel, puisque vous parlez d'alternatives, et je voulais savoir si quelle était donc à la CES, vous aviez une vision un peu de long terme de l'évolution du travail et surtout des activités. Tout à l'heure, Monsieur Daniel Le Guillou disait que les créations d'emplois aujourd'hui en France, c'est essentiellement l'informatique et les aides à domicile. On voit bien que l'une est contradictoire avec, comme le disait Éloi Laurent ce matin, avec la transition écologique, puisque la révolution numérique est très matérielle en réalité. L'autre est plutôt dans le domaine des activités, voilà, du soin, de la culture, de l'éducation, tout ce dont on a besoin. Alors comment vous envisagez cette mutation en fait des activités économiques?
quels sont les leviers au niveau des syndicats pour pousser ça. Vous disiez il faut un combat pour gagner un rapport de force. Voilà, quelle est la vision un peu de long terme qui n'est pas simplement de changer de technologie ou changer de source d'énergie, mais qui est beaucoup plus profonde en termes de mutation économique. Et est-ce que, par exemple, en Belgique, vous avez une réflexion là-dessus et comment faire en sorte que les gouvernements soient sur cet agenda-là aussi? Bonjour, merci de vos interventions. Marie-Noëlle Reboulet, je suis membre d'une ONG, le GERES, qui intervient en France et en Afrique, en Asie, sur les questions d'énergie, de climat. En fait, en écoutant les différentes interventions depuis hier, je me dis que j'ai jamais entendu parler de migration. Pourtant, les gens qui migrent sont, pour l'essentiel, la plus grande part et la première raison, c'est le travail. Et ça ne remet pas en cause mon grand intérêt pour l'opération zéro chômeur, mais est-ce que le repli sur le territoire n'est pas aussi un danger dans la question des mouvements internationaux? Patrick Salin, je suis sur la Bretagne, Lannion, prêtre ouvrier pour la petite histoire, prêtre ouvrier au chômage depuis quelques temps. Je pense que je rentre dans la catégorie longue durée et porteur de projet. Un projet que nous avons appelé le relais des fraternités, relais majuscule et fraternité minuscule et pluriel. Après voilà. L'idée derrière que je me pose, c'est exactement ce que Madame vient de dire, touchant les migrations. Depuis quelques années, sur le territoire français, les populations immigrés et réfugiés sont relativement répartis. Et dans un petit lieu, une petite ville de 20 000 habitants, nous avons accueilli plus d'une centaine de réfugiés dans le cadre du CADA, etc. Et en fait, l'enjeu local, pour ces jeunes hommes surtout, qui ont 20, 25 ans, une force d'âge, qui ont traversé des continents et des mers, qui ont des compétences, dont souvent ils n'ont pas conscience forcément, comment leur permettre de s'inscrire dans un petit territoire, une petite ville, pardon de le dire comme ça, pour leur permettre de ne pas aller enfler les périphéries parisiennes et donc quelque part contribuer à développer une proposition territoriale et dans ce sens-là, territoire zéro chômeur. Voilà. Deuxième petite question, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce mot interstitiel, je le prononce bien, que j'entends aussi comme une tentative de concilier la question du travail et des emplois. Du travail, il y en a, et les emplois correspondants ne sont pas forcément là, et la proposition de TZCLD vient se poser à cet endroit-là, si j'ai bien saisi. Et donc, comment faire en sorte d'apporter cette souplesse nécessaire à la création d'emplois, sans pour autant assouplir le code du travail et la protection sociale. Voilà. Bien sûr. Donc j'ai oublié de dire que je suis aussi impliquée à Notre-Dame-des-Landes et informer que là il est vraiment question d'une forme d'implication dans laquelle on trouve le travail en lien avec le territoire et dans la coopération avec les autres. Vous voyez, j'ai dit 2 phrases. Okay, so with regards to all the questions and reflections, maybe give to us also the concluding remarks you want to give to the floor. So I want to give first to who? Daniel? Respond to the question and your final words to the table. Et le repli sur le territoire. Effectivement, toute entreprise, même avec la meilleure bonne volonté, peut être excluante. Hein. Je m'en aperçois puisque à Thiers, l'entreprise à but d'emploi que nous avons créée a été créée sous forme de SIC, une coopérative. Quand on est dans une coopérative, il faut être associé, donc on exclut forcément. On commence par être excluant. Donc, alors a fortiori les migrants, je suis déçu.
Il faut pas. C'est un projet qui est ambitieux, mais en même temps, il a quand même ses limites, et donc faut pas lui demander plus que ce qu'il ne peut faire. Son projet au départ, c'était de dire qu'il y avait que des personnes de la société avaient leur place dans cette société, avaient leur place pour avoir un travail dans cette société, et qu'il fallait donc renverser le critère d'employabilité. Et que d'autre part, mais ça a été dit par la personne de Lannion, qu'effectivement de l'emploi il y en a pas suffisamment, mais du travail il y en a, voilà, et que par ailleurs on pouvait se financer à travers les coûts du chômage de longue durée, notamment les prestations sociales ou les cotisations sociales. Voilà, c'était quand même l'équation de base. Alors après, évidemment, aujourd'hui se pose la question des migrants, et la question des migrants que nous devons tous assumer, mais que peut-être Territoire zéro chômeur ne peut pas assumer tout seul, quoi. Donc cela étant, dans certains territoires, les migrants ont leur place dans ce projet. Et nous faisons une université d'été au mois de septembre, et c'est là-dessus que je conclurai pour vous y inviter. Elle a lieu le début septembre à la mairie du 18e arrondissement, et il y aura précisément un atelier sur les migrants, sur la place des migrants dans le projet de Territoire zéro chômeur de longue durée. Donc en liaison d'ailleurs avec la fédération protestante que je n'ai pas signalée jusqu'à présent, et qui travaille sur ce sujet, entre autres. Donc vous voyez, voilà. Mais souvent, juste un mot, souvent on veut traduire ce projet, en faire un projet de société avec un grand S. Moi, je suis très inquiet parce que on va pas résoudre tous les problèmes de la société dans l'emploi et encore moins dans l'entreprise. Et en particulier, nous, on est confrontés à une difficulté majeure quand ces personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis très longtemps, parfois elles n'ont pas travaillé, mais en moyenne c'est 4 ans d'ancienneté au chômage, eh bien on a une difficulté, comme je vous l'ai dit, à les identifier, à les mobiliser. 30% d'entre elles sont en dehors des radars de Pôle emploi, donc sont inconnues de tout le monde, les fameuses invisibles, si vous avez vu le film récemment. Donc il y a une grosse difficulté à les identifier, à leur faire comprendre que ce projet est pour elles également, mais il y a encore une plus grande difficulté, enfin peut-être pas plus grande, mais en tout cas aussi grande difficulté à les maintenir dans l'emploi dans l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous voyez, ça, on ne résout pas tous les problèmes de la société avec le meilleur projet du monde, si tant est qu'il le soit, et avec l'entreprise à but d'emploi que nous proposons. Donc on a à travailler avec tous les autres projets, y compris ceux qui concernent les migrants. Je crois qu'on n'en résout pas tout. Voilà, merci. Pour moi, le défi principal, c'est que la société civile doit faire un compromis, ou s'engager dans cette lutte pour faire du travail et les biens communs les centres. Je pense que les syndicats ont un défi aussi très fort parce que maintenant, je pense qu'ils n'ont pas d'efforts suffisants pour pousser suffisamment cette situation. Et je pense qu'on doit passer aussi à la pratique, parce que on a beaucoup de documents, de conventions qui font du travail de la question écologique la question principale, mais je pense qu'il manque la force sociale des syndicats, de la société civile pour aller plus loin. Okay. The question about whether we have a long-term view on where we want to go with our society, with our economy, what kind of economy we want. It's of course a very complicated one, and first I would like to say that there is no silver bullet, as I say, like there is one easy solution, because often when like a technological solution is being presented, it turns out that there are winners and losers, and it's only a short-term solution. For example, hydrogen economy will be the solution because it goes good together with renewable energy, but then it's the companies that sell hydrogen that are behind it.
You also see it in the discussions on skills, for example. What kind of these green jobs in the future, what kind of skills do the workers need to be active in these jobs? It turns out that it's just the same skills that we have today. Technology, maths, the STEM, what they call the STEM skills. So there's nothing special. So in the end, what I think is many of the solutions are there, but it's the society transformations to get them implemented. That's the problem. That's the discussion on how we get there. If I illustrate it with the Belgian example, our administration has already made several macroeconomic plans on how, sector by sector, how we can transform our economy to a zero-carbon economy. What the impact will be on the national product, what the impact will be on incomes, and what the distribution. But there is one important sector in our country that's around the Antwerp port area, the chemical industry, and they have a direct line with the politics. They refuse any long-term plan on the transition out of carbon, the fossil fuel industry, because it's not profitable for them. And they always can use the argument, yeah, but it's hundreds of thousands of people that are working in the port of Antwerp, and you're not going to get their jobs, risk their jobs. So, and it's the same people that say that any measure that is proposed, for example, to get company cars out of the road, it's too expensive. It will impact our competitivity. The transition to renewable energy, too expensive. We cannot afford that. In the meantime, they make like billion-dollar profits on their activities, but they say that the alternatives are too expensive. So that's what I say. In the end, it's a distribution issue, and it's therefore linked with the social struggle issue. And society and workers have an important role to have a voice at the table, and we're still not there of having all of them convinced and putting these issues on the agenda. So it's more a dialogue, a discussion, than it's a solution on what kind of jobs we will get, what kind of economy. And I always refuse to talk about specific technologies, because the solution is not technological, it's a society solution. That would be my reaction. So, on the round of our presentation and discussion, so I just get some key points to conclude this session. So, it's visible that in the presentation we demand sustainable employment and decent work, social recognition for work, freedom of association and the collective bargaining agreement must be respected, the dignified life and territory be respected, fair wage, the work-life balance, social protection, just transition of work, and migrants and refugees to be included in this transition. So we also get some ongoing actions and how we are going to address this demand. That training people for work, representation of vulnerable people in many platforms, and accompaniment of these vulnerable people, setting up local businesses and empowering communities, that government and corporation must comply to the existing labor standard, and government is one of the stakeholders who must assume this responsibility. And it's also everyone's job, and it's our personal responsibility. Social dialogue to be continue, and also for us to continuously organize ourselves and to mobilize people. And also the synergy and networking with other organizations and public policies. And of course, I heard that many of you are researchers, that maybe your research to be touched until the ground of people, to use for awareness. And also
I believe that you will vote for the right candidate during this European election. So I'm putting all these challenges to you. All of us have a responsibility to take. So I would like to thank you everyone, and thank you for our speakers, and also thank you for our translators. So I close the session.